Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je retrouve pour la dernière journée de la semaine Laetitia Rouxel, dessinatrice, voire illustratrice à 16h, pour parler autour de ses différents albums. Donc, bonjour Laetitia. Bonjour Nathalie. Donc là, j'ai dit aussi que vous étiez illustratrice, parce que hier, on a vu que sur le livre de Louis Guillou, vous étiez plus dans ce rôle-là. Oui, oui. Mais parfois, vous êtes aussi scénariste. Et oui, ça arrive. Il vous arrive de travailler complètement en autonomie et d'être à la fois scénariste, dessinatrice. Donc, un album qui s'appelle Incarné, en 3 mots. Oui. Et pas en un seul. Donc, chez Jargy Éditions. Oui, c'est des Stéphanois. C'est des amis stéphanois qui ont monté cette petite maison d'édition, il y a peut-être bien 15 ans maintenant, du coup. Et qui ont eu un coup de cœur pour le projet, en fait. Donc voilà, c'est eux qui ont choisi d'éditer ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, là, du coup, à être complètement autonome sur cette histoire ? C'est à cause cette de mon... autofiction, c'est ça ? Oui, c'est une autofiction. C'est à cause de mon psy. C'est un peu pour rire, mais c'est un peu vrai quand même. C'est une histoire un peu douloureuse. L'écrivez, ça vous fera du bien ? Oui, et surtout, écrivez cette histoire et imaginez une fin heureuse. Donc la fin, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, et comme malheureusement c'est souvent le cas aujourd'hui, et ça a duré beaucoup de temps, on est passé par des périodes un peu compliquées, et du coup la fin est heureuse et le dernier cahier est en couleur, mais oui, il est aussi fictif. C'est ce que j'allais dire, je dirais les 3/4 de la bande dessinée, même plus que les 3/4, sont en noir et blanc. Et la fin est en couleur. Voilà, parce que donc c'est la fin heureuse. Imaginer une fin un peu plus haute en couleur que les débuts de l'histoire. Voilà, ouais. Donc là, c'est vous qui avez... ça vous semblait important de maîtriser et la fiction et le scénario. Bah là, c'était pas tellement possible autrement, en fait. C'est pas quelque chose que j'aurais pu faire 2 ou 3 ans avant, parce que ça aurait été trop compliqué pour moi émotionnellement, mais à ce moment-là j'étais prête à le faire, et surtout ça a été suggéré par ce psychologue là, et puis en fait j'ai eu énormément de retours sur cette bande dessinée qui n'a pas été beaucoup diffusée en plus. Mais les personnes qui l'ont lu, donc déjà dans l'entourage, ça a été assez fort, émotionnellement. Et puis pas mal, en fait, en retour de salon, des gens qui sont revenus me voir en me disant « mais ça nous a bouleversés, on vit la même chose ». Et moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, quand j'étais dans cette période-là, de lire des écrits de gens qui étaient dans la même situation, en fait. Ça peut paraître anodin, un témoignage, mais souvent, c'est quand même assez fort et ça peut aider. Oui, ça sort de la solitude, de l'isolement. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne manière de se consoler un petit peu, quoi. Ouais. Donc, je rappelle le titre de cette... on peut dire bande dessinée, quand même. C'est une bande dessinée, ouais. Bon, on pourrait dire aussi roman graphique, mais moi, j'ai toujours du mal à cerner la différence. Oui. C'est pas si clair que ça. Moi, je vois plus le roman graphique avec beaucoup plus de texte. Mais c'est vrai que... Oui, on dit souvent aussi que c'est plus long. Voilà, donc c'est quand même... Bon, moi, ça m'est égal. Ça reste de la bande dessinée, quoi. Voilà, bande dessinée. Oui. Donc, Incarné, c'est vrai que en 3 mots, car Q-A-R-T, parce que ça s'entend pas forcément. C'est évident quand on le lit, ça ne s'entend pas forcément quand on le dit, et non pas en un seul mot. Donc, aux éditions Jargil. Donc là, c'est tout travail en autonomie. Oui. Alors, il y a un autre livre que les auditeurs de Fréquence 8 peuvent peut-être connaître, parce que
Non pas que vous ne soyez pas connu, parce que vous venez aussi animer des ateliers chez nous, donc votre nom n'est pas inconnu, mais vous l'avez fait en duo avec quelqu'un qui est du coin, que je n'ai pas encore rencontré, mais je ne désespère pas, qui s'appelle Gwenola Morizur, toujours chez Locus Solus. Donc je vois qu'il y a une certaine fidélité à l'éditeur. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Et qui s'appelle Au carrefour des mondes, nos lettres persanes. Et à la fin, vous avez... il y a une petite photo, les lettres persanes de Montesquieu, c'est ça ? Oui, c'est le prétexte que l'association Égalité par l'éducation, l'association Épée à Brest, a pris cette année pour organiser le concours dans les lycées, un concours d'écriture sur les lettres persanes. Donc le prétexte de dire on est un visiteur de l'extérieur, on arrive sur une planète inconnue et on s'aperçoit que l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la planète Terre, c'est loin d'être l'idéal. Voilà. Où qu'on soit. Oui, enfin il y a des endroits où oui. c'est pire que d'autres. Ouais, mais il faut toujours être vigilant, en fait. Hein. Ah oui, c'est pas gagné. Donc là, on est plus sur un lectorat adolescent, jeune. Oui, c'est des collège, lycéens, lycée, quoi. Collège-lycée. Ouais. Oui, collège aussi, je pense. Ouais. Collège, donc cette bande dessinée, elle est née. C'est vous qui vous êtes raccrochée en tant que dessinatrice. Oui, on m'a de demandé. Gwenola ? Non, en fait, l'association Épée avait déjà fait un livre avec les éditions Locus Solus. Elle avait notamment Janine Nascimento, la présidente de l'association, avait lu Des graines sous la neige, elle avait beaucoup apprécié. Et donc, elle avait pensé à moi pour le dessin. Pour le scénario, moi, je me disais, ça peut être super de faire ça avec Gwenola. Et en fait, ils avaient aussi un peu pressenti Gwenola. Donc, ça s'est fait très naturellement, du coup. Et donc, voilà, c'est une commande de la part de l'association. D'accord, donc là, c'est aussi... alors, c'est à partir de récits de lycéens, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ils ont écrit sur le prétexte des lettres persanes. Et il y a eu un concours. Gwenola a récupéré donc tous les textes et elle a fait une sorte de synthèse pour créer et bâtir son scénario. Donc voilà, elle a repris des personnages qui étaient dans les lettres des lycéens. D'accord, donc ce sont des histoires de lycéens racontées par des lycéens et réinterprétées. Voilà, par Gwenola. Sur le thème de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité des droits entre les hommes et les femmes. D'où son titre Au carrefour des mondes. Oui, alors Au carrefour des mondes, c'est les mondes des hommes et des femmes. Oui, mais c'est plus lié justement au scénario de Gwenola. Le titre, le titre est arrivé après. Le sous-titre, on savait que ça allait être nos lettres persanes, mais le titre est arrivé finalement après la construction du scénario. Donc, et Au carrefour des mondes, parce qu'il y a à la fois des Tunisiens, des Marocains qui ont aussi participé au concours de lettres. La Belgique, la France, donc voilà. Donc c'est des mondes au sens large. Oui, voilà, ouais. Même si au départ c'est un peu le monde des hommes, le monde des femmes. Et après, simplement le fait qu'il y ait différents pays en fait. Voilà. Il y a aussi même des pays extraterrestres entre guillemets, parce qu'il y a deux personnages dans la bande dessinée qui sont complètement fictifs dans le sens où ils viennent de planètes qui n'existent pas. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un monde de lycéens. Est-ce que c'est ce qui a influencé votre choix des couleurs que je trouve très très vives? Oui, clairement c'est comme le dessin. On choisit pas le même outil si on traite du XXe siècle, du XVIIIe siècle. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et de la même manière, on choisit pas les mêmes gammes chromatiques, quoi. Alors après, là, je pense qu'il y avait aussi une intention d'attirer un public plus jeune, mais de fait, même quand on parle
des décors qui ont été inventés pour les planètes, là, justement, dont je parlais. Là, je pouvais laisser libre cours à mon imagination. Et pour le coup, j'avais plus envie de faire des verres un peu pétants pour mettre la nature en valeur. Voilà. Bon, après. C'est aussi, ça m'a plus fait penser à un public, un public ado, où ça clash, où ça flash. Ouais. Oui, mais c'était clairement ciblé par rapport au public. Effectivement, ouais. Donc là, c'est Au Carrefour des Mondes, donc en association, en duo avec Gwenola Morizur, donc chez Locus Solus, et sous-titré Nos lettres persanes. Et il y a un dernier petit livre et à la fois qui a donné aussi naissance à un plus gros, qui s'appelle L'homme semence, où là, c'est parti d'un roman d'une auteure et un petit peu comme sur le principe qu'on a déjà vu avec Louis Guillou. Un auteur comme ça qui est repris et... Oui, là pour le coup, donc Louis Guillou, c'est vraiment d'illustration. J'ai pas travaillé sur le texte. Là, quand j'ai eu ce petit livre entre les mains, L'homme semence, je l'ai lu. Il m'a percuté, comme beaucoup de gens à la première lecture de ce livre. Et puis surtout qu'à cette époque-là, j'étais très touchée par tout ce qui était enfantement, on va dire. Et j'ai tout de suite demandé à l'éditeur en fait si je pouvais l'adapter en bande dessinée. Donc là il y a un travail d'adaptation de traduction presque en code BD. Et en sachant que le challenge pour moi c'était de faire vraiment parler le dessin parce qu'il y a très très peu de dialogue en fait dans ce petit livre. Donc c'est une auteure, Violette Ayo, voilà, c'est comme ça. Donc comme Louis Guillou née en 1835, je vois, donc c'est morte en 1925. Donc une auteure qui est un petit peu tombée dans l'oubli. Elle a écrit que ça en fait. Donc L'homme semence. Ouais, alors, elle a écrit aux éditions Parole. Ce petit livre, ces collections Man-Femme. C'est vrai qu'ils ont un profil d'écriture, je dirais. Assez marqué quand même, cette collection Man-Femme. Alors, j'avoue que j'en connais pas beaucoup de cette collection. Après, Violette Ayo, alors, pour tout dire, donc, c'est une autrice qui n'a écrit que ce livre, et c'est arrivé dans les mains de l'éditeur par une descendante de Violette Ayo. Et du coup, il a jamais rencontré Violette Ayo, évidemment, parce qu'elle est morte il y a beaucoup trop de temps. Mais c'est arrivé un peu mystérieusement, en fait, entre les mains de l'éditeur. Donc, voilà, on n'est pas... moi, j'ai pas trop d'avis sur la question, mais certains doutent de l'existence de Violette Ayo. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Un prête-nom ? Ouais, voilà. Je sais, en fait, on n'en sait rien, mais... les gens qui connaissent ce récit, quand on fait des salons, ils viennent nous demander, et puis on leur dit, en fait, nous, on n'en sait pas plus que vous. Nous, on a aimé le texte, on a voulu travailler dessus, c'est une histoire magnifique, donc il faut aussi la faire connaître. Donc, voilà. Donc là, on est sur deux alors, donc ce petit livre aux éditions Parole. Alors, c'est une coédition, du coup, L'œuf et Parole pour la bande dessinée. Voilà, donc la bande dessinée, vous avez changé, donc édition Parole, et l'édition de l'œuf, c'est comme Esther Volovent. Esther Volovent, donc qui sont plus sur de la bande dessinée ou du conte enfant, Alors les éditions des albums jeunesse. Les éditions l'œuf, c'est que de la bande dessinée. En fait, Esther Volovent, c'est un peu une exception. C'était le début d'une collection qui devrait se développer, j'espère, mais voilà. C'est que de la bande dessinée, sinon. Donc vous avez illustré, vous avez choisi de reprendre L'homme semence et d'en faire... c'est vous qui avez fait tous les dessins?
Alors oui, il y a la partie narration, c'est-à-dire je raconte l'histoire de l'homme semence en bande dessinée avec très peu de texte. C'est donc moi. Et quand on retourne le bouquin, on a un bouquin il y a deux entrées, quoi. à 2 entrées, à 2 couvertures différentes. On a la version de Mandragore qui, elle, est plus sur le contexte historique de l'histoire, qui est aussi très mal connue, un peu comme la Commune de Paris, mais qui mérite d'être connue. Le coup d'État de Napoléon III en 1851. Il y a eu en fait des citoyens qui se sont insurgés contre ce coup d'État, ce qui paraissait un peu légitime, et du coup ils se sont fait réprimer ou déporter à Cayenne. Et donc dans ce village où se situe l'histoire, tous les hommes sont soit morts, soit déportés. Donc les femmes se retrouvent entre elles. On est vraiment sur 2 styles de dessin complètement différents, hein. Ah oui, là, ouais. Même dans la partie de Mandragore, en fait, il y a plusieurs styles de dessin. Il y a du dessin en noir et blanc qui est très proche de la gravure, et puis du dessin au crayon colorisé qui fait un peu plus moderne, quoi. Oui, et puis qui fait un peu crayon de couleur. Oui. Et effectivement, à côté, elle a vraiment mélangé les 2-3 styles de dessin. Vous êtes... il y a plus d'uniformité dans votre dessin, finalement. Oui, à part quelques passages en noir et blanc pour des passages un peu flashback, mais sinon, c'est... Alors là, pour le coup, la gamme c'est un sacré défi, quand même. Je trouve, de raconter une histoire. Là, par exemple, sur cette double page, il n'y a pas un mot, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut à tout moment que le dessin se substitue au texte. Oui. Et encore une fois, c'est un roman qui contient très peu de dialogue. Alors, évidemment, c'est pas parce qu'il y a peu de dialogue qu'il faut mettre, que c'est facile de mettre peu de texte, mais l'idée que j'avais, c'était vraiment ça. C'était faisable, en fait, de le faire seulement avec des images séquencées de la bande dessinée. Alors, il y a des images qui sont très descriptives et qui valent peut-être 3 ou 4 cases, mais... il y a quelque chose de très silencieux aussi, de très taiseux dans le roman. Et du coup, je pense que ça aurait été presque le trahir de trop l'étoffer en paroles, quoi. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que le dessin se suffise à lui-même, quoi. Oui, et là, j'espère que c'est le cas. Et là, c'est quand même un sacré défi pour le dessinateur. Oui. En même temps, c'est passionnant. Oui, et puis ça change. C'est vrai que là, depuis le début de la semaine, on a quand même eu l'occasion de voir comme quoi un travail de dessinateur de dessinatrice ou d'illustratrice peut être quand même très varié, alors que ce n'est pas forcément évident au départ. Un dessin, c'est un dessin, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Les supports, il faut tout repenser à chaque projet, je pense, en fait. Il faudrait réussir à faire ça. On peut être dessinatrice et avoir une variété de travail, alors qu'à la base, c'est toujours du dessin. Après, moi, j'aurais vraiment peur de m'ennuyer si je faisais pas ça. Et je pense vraiment que si c'est vraiment des projets différents, je pense qu'il faut tout remettre à plat à chaque fois. La couleur, le dessin, même la forme du livre, en fait. Alors, dans le meilleur des cas, par exemple, pour l'homme semence, nous, ça a été fait un peu en interne, aux éditions L'Œuf. Et du coup, on voulait pas de pelliculage sur la couverture. C'était une évidence pour nous, quoi. Parce que c'est pas un récit... c'est pas un récit pelliculé, voilà. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. Tout est pensé jusque dans les détails, quoi. Faut que c'est une cohérence. C'est ce qui peut arriver de mieux, ouais. Quand on peut. Après, on décide pas toujours de tout, hein. Voilà. Même la typographie dont on a parlé un petit peu, dans l'homme semence, c'est du mano, quoi. C'est fait main, et il y a pas une lettre qui est pareille, parce que j'ai tout écrit, j'ai dessiné l'écriture, quoi. D'accord. Comme le dessin, quoi. En tous les cas, ça montre vraiment une variété, vue de l'extérieur, alors que pour vous, c'est évident, puisque c'est votre travail. Vu de l'extérieur, ça montre quand même une variété la variété qu'on peut trouver chez le métier de dessinateur ou dessinatrice, quoi. C'est pas que faire du dessin. Il y a des variantes. Oui, il y a des variantes.
Il y a des variantes. Et après, il y a les rencontres avec les gens aussi. Oui, bien les sûr. ateliers BD, il y a les expositions, il y a tout ça. Ça, c'est encore d'autres variantes. Mais même oui. dans l'expression du dessin, quoi. Il y a vraiment, Oui, il y a vraiment oui. plusieurs... en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le faut pas le s'ennuyer métier, non quoi. plus. Hein. Ouais. Donc là, c'était L'homme semence, donc adapté du récit de Violette Aillot. Eh bien, écoutez, on n'a pas fait une étude exhaustive de votre travail parce que je pense qu'il faudrait encore un petit peu de temps. Mais là, je pense qu'on a présenté un certain nombre. Vous pourrez retrouver toutes les références sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à vous aussi. De votre disponibilité, de votre temps. Et puis, peut-être que nous aurons l'occasion de nous retrouver une prochaine fois. Oui, avec plaisir. Dans une autre émission. Merci et au revoir. Au revoir. Laetitia Rouxel et Elisabeth Trotzler, Esther vole au vent. C'est l'histoire d'Esther vole au vent. Vole au vent, c'est son nom. Et pourtant, là où elle vit, il n'y a pas de vent. Elle vit dans un pays si lointain que le vent vient seulement pour s'y reposer. Et l'on dit toujours que le vent s'y est couché. Esther vole au vent a de grands jupons pleins de trous dedans. Elle a de grandes poches pleines de trous aussi. Elle a aussi des trous de mémoire, comme des courants d'air qui passent entre ses oreilles. Elle oublie ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, et se répète tout le temps « Esther ». Les gens la voient marcher, toujours sur les mêmes chemins, en chantant les mêmes chansons, aux mêmes arbres, aux mêmes endroits, aux mêmes saisons. Ils la voient ramasser toujours les mêmes cailloux, les mêmes bouts de bois, les glisser dans ses poches trouées et repartir sur les chemins. Les mêmes cailloux retombent toujours aux mêmes endroits, sur les mêmes chemins. Mais cette année est particulière. L'hiver s'attarde au pays d'Esther. Le printemps ne vient pas fleurir les primes verts. Esther s'est mise devant le bout de terre, où poussent normalement les fleurs, et chante sa chanson du printemps. Mais rien, pas un pétale, pas une couleur, pas un bout de verre. Alors, Esther chante de plus en plus fort pour que les primes verts sortent et qu'elle puisse continuer sa routine de chemin. Mais rien. Elle s'énerve, elle hurle tant qu'elle réveille le vent. Le vent, mal réveillé, vient taper sur ses mollets. Mais rien ne la fait taire, Esther. Fâchée, outrée, le vent gonfle ses jupons comme une montgolfière. Mais ça ne la fait toujours pas taire. Alors, d'une bourrasque, il la fait décoller. Et voilà Esther qui s'envole et qui s'éloigne de son chemin. Le vent lui souffle si fort entre les oreilles qu'elle en oublie toutes ses guirlandes de paroles, toutes ses chansons en boucle et le peu de mots qui lui restent. Le vent l'emmène loin au-dessus des océans, dans un autre pays tout blanc. Puis, en maugréant, il retourne se coucher. Non mais... Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.